Comme vous le savez, c'est la dernière conférence de ce cycle de conférences du printemps consacrée au centenaire de l'entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre. Et elle se termine avec cette conférence sur une personnalité, je dirais, assez extraordinaire pour la Roumanie, qui était la reine Marie. D'un côté, très attachée parce qu'elle a vraiment devenu la reine des Roumains, bien qu'elle soit née en Angleterre, donc sans aucun lien avec le pays, mais elle a su devenir plus roumaine que les Roumains. Et de l'autre côté, elle a été celle qui a montré une Roumanie vraiment européenne, ouverte vers l'Occident et attachée aux valeurs européennes. Je crois que cette symbiose, cette synthèse entre une authenticité et une ouverture vers l'Europe est très bien incarnée par la reine. On a de la chance d'elle nous parlera le professeur Grandhomme, qui est un grand spécialiste de la Première Guerre mondiale. Il a écrit un nombre de livres, vous avez eu son CV, je ne le répète pas, mais il est surtout, c'est lui, considéré en Roumanie comme le plus grand spécialiste d'un personnage tout à fait extraordinaire que la reine Marie, qui est le général Berthelot. Et donc, le grand spécialiste de la Première Guerre, le grand spécialiste du général Berthelot, et si je cru comprendre du résumé qu'il nous a envoyé, un grand admirateur de la reine Marie. Alors, je le remercie d'être là et d'avoir accepté cette invitation pour clore ce cycle du printemps consacré à la rentrée de la Roumanie dans la Grande Guerre. Professeur Grandhomme, merci d'être là. Voilà, je vous prie de prendre la parole. Merci. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années que M. Herléa m'avait téléphoné pour me demander de faire une conférence devant vous. Et j'avais beaucoup de... Est-ce qu'on entend bien? Oui, pas... Est-ce que c'est ouvert? Ah oui, oui. Alors, j'avais beaucoup de choses à faire, comme tout le monde, et je lui avais promis qu'en 2016, pour les 100 ans de l'entrée en guerre de la Roumanie, je viendrai. Alors voilà qui est fait. La Roumanie est entrée en guerre au mois d'août, hein, comme vous le savez tous. On est donc quelques mois avant le centenaire, et on va parler de l'ensemble de la vie de la reine Marie, en insistant sur la guerre, mais en ne parlant pas que de ce moment-là. Alors on m'a demandé dans la salle tout à l'heure, et j'en parle un petit peu en introduction, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la Roumanie? Alors je n'ai aucune origine roumaine. On a peut-être des ancêtres communs qui étaient des légionnaires de Trajan, l'un étant allé en Dacie, l'autre en Gaule, je ne sais pas. Mais à part ça, pas d'ancêtres identifiés. Simplement, j'avais des parents qui étaient des grands voyageurs et tous les étés, on prenait notre voiture et on partait à l'aventure en Europe, mais même au-delà. Et après avoir fait l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, bon, on est allé au-delà du rideau de fer, à l'époque encore, quand j'étais enfant. Et donc nous voici en Roumanie en 1982. 8 heures d'attente à la frontière. Certains ont connu cette époque, bien sûr. Avez-vous des revolvers? Avez-vous des bibles? Voilà les deux choses dangereuses qu'on pouvait importer en Roumanie. Un douanier qui veut ouvrir les sièges avec un couteau pour voir si on n'a pas caché quelque chose dans les sièges. Bon. Donc ça, c'était le premier contact avec la Roumanie. Et quelques minutes après, on s'arrête au bord de la route et des gens tout de suite viennent vers nous et nous parlent en français. Donc la découverte de cette parenté latine, de cette francophonie roumaine qui était il y a 30 ans, 35 ans, évidemment plus forte peut-être qu'aujourd'hui, mais qui subsiste encore, heureusement. Et puis la découverte d'un pays attachant où finalement on se rendait compte que les grands pays touristiques d'Europe c'est une chose, mais il y avait aussi des choses à voir dans le reste de l'Europe, et notamment en Roumanie. Et ensuite un contact avec un professeur à la faculté d'histoire,
professeur qui distribue les sujets de mémoire de maîtrise et puis finalement me propose de travailler sur la mission Berthelot. Alors c'était Jean Nouzy qui a écrit notamment une histoire de la Transylvanie, une histoire de la Moldavie, histoire d'une région européenne. C'était l'un de ses derniers livres, il est décédé malheureusement. Et me voilà lancé dans l'étude de la Roumanie. Alors évidemment, quand on étudie la Roumanie pendant la Première Guerre mondiale, on tombe très vite sur la figure de la reine Marie. Et vous avez ici un beau tableau la représentant. Bon, elle aimait beaucoup se parer de différents costumes, notamment de style un peu byzantin. Alors, on va voir quelques photos et portraits de la reine. Donc la reine ici, disons dans la force de l'âge. Une photographie posée, des photos qu'elle distribuait, on verra tout à l'heure, aux officiers français notamment, en souvenir, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ici, la reine Marie plus jeune. Donc on voit qu'elle aimait les bijoux aussi, elle aimait s'habiller, elle aimait sortir, mais on verra aussi au cours de cette conférence qu'elle avait un aspect beaucoup plus profond également. Alors je vous propose de diviser cette conférence en 3 parties, puisqu'en France toute dissertation doit faire 3 parties, alors j'ai été élevé comme ça, je ne me changerai pas. Donc d'abord la princesse, ensuite la reine, et surtout la reine en guerre et dans la négociation de la paix, la construction de la Grande Roumanie, et pour terminer la femme, parce qu'on va voir qu'elle a une vie personnelle assez occultée pendant un certain temps, aujourd'hui relativement bien connue, et qui était assez, disons, en décalage avec ce qui se faisait à l'époque, si bien que la reine Marie est même considérée parfois comme maintenant un précurseur du féminisme. Bon, alors évidemment, on réécrit toujours l'histoire à l'aune de l'époque que l'on vit, donc on peut lui trouver toutes sortes de symboliques. Et en tout cas, c'est un personnage, bien entendu, qui avait disparu totalement des manuels d'histoire à l'époque communiste. Donc comme une grande partie de l'histoire de la Roumanie, elle n'a été redécouverte qu'après 1989, lorsque les Roumains ont commencé à se réapproprier leur histoire, notamment, je me rappelle toujours en histoire militaire, puisque c'était mon sujet, on avait les histoires militaires de la Roumanie à l'époque communiste où il y avait un trou. Donc il y avait quelques Roumains qui étaient dans les brigades internationales en Espagne. Ensuite, alors, bien sûr du côté communiste, pas ceux qui étaient dans la garde de fer, ceux-là on n'en parlait pas. Et puis après un trou, et ça commençait en août 1944. La Roumanie entre en guerre en août 1944. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre 1941 et 1944. Donc l'histoire roumaine, vous le savez bien, c'était fait de trous, et un certain nombre de personnages en avaient complètement disparu. La reine Marie est revenue, et la monarchie aussi, les Roumains ont redécouvert la monarchie après 1989-90. Alors la reine Marie est une Anglaise, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Bon, c'est, disons, pour simplifier qu'on va dire ça, parce que comme toutes les dynasties européennes, comme toutes les princesses européennes, elle avait du sang venu de plusieurs pays, bien sûr. Alors son père était anglais si l'on veut, parce que c'était le fils de la reine Victoria. Donc elle est la fille de Alfred de Saxe-Cobourg, duc d'Édimbourg, qui est donc un des fils de Victoria, et du prince de Saxe-Cobourg, c'est-à-dire qu'il était autant allemand qu'anglais. Elle est également la fille d'une princesse russe, d'une grande duchesse russe, une des filles d'Alexandre II, et elle est née en 1875 à Eastwell, en Angleterre. Elle a été élevée en anglais, c'est la langue dans laquelle elle écrivait le plus facilement. Elle avait beaucoup d'amis en Angleterre, elle a aussi eu ensuite beaucoup d'amis aux États-Unis, et aussi un bon ami canadien dont on parlera tout à l'heure, canadien anglophone. Mais elle parlait, comme toutes les jeunes filles bien élevées de l'époque, elle parlait le français. Alors selon les sources, on explique qu'elle n'aimait pas parler français. D'autres disent qu'au contraire, c'était sa langue préférée. Alors l'historien doit croiser les sources, mais il ne peut pas toujours répondre aux questions. Elle parlait aussi l'allemand, bien entendu, c'était la langue de son père. Et pendant son enfance, elle a beaucoup voyagé parce que son père était officier dans la Royal Navy. Et donc il a stationné dans différents ports, et notamment un certain temps à l'île de Malte, au moment de l'adolescence de Marie,
début de la préadolescence, comme on dirait aujourd'hui, parce que l'adolescence, ça a été son mariage, donc c'était avant. Et elle a également vécu en Allemagne, puisque son père est devenu le prince héritier du duché de Saxe-Cobourg. Donc on voit qu'à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, il y avait encore cette internationale nobiliaire, et malgré le fait qu'on est à l'apogée des nationalismes, dans les grandes familles, tout ça comptait finalement assez peu, puisqu'il y avait des liens directs entre les princes des différentes maisons, et donc un prince anglais était le prince héritier du duché de Saxe-Cobourg. Bon, finalement, elle est rentrée en Angleterre quelques temps plus tard, et on a commencé plutôt à chercher un parti pour elle, puisqu'on ne demandait pas en général l'avis aux princes et aux princesses quand on les mariait. Alors au XIXe siècle, ça a commencé un petit peu à changer, notamment pour des branches qui n'étaient pas les branches aînées, donc c'était moins important de faire un mariage qui corresponde vraiment aux règles dynastiques, et on lui a proposé plusieurs prétendants, et l'un d'entre eux était particulièrement assidu. Il s'agissait du prince Georges, son cousin germain, qui est le futur Georges V, donc lui aussi petit-fils de Victoria, qui, dit-on, a été très amoureux d'elle. Donc on va voir quelques photos. Alors ici donc son père, Alfred de Saxe-Cobourg-Gotha, donc qui est anglo-allemand si on veut. Sa grand-mère, donc la reine Victoria. Alors Marie a connu Victoria, elle l'a connue un certain temps, puisque Victoria est morte en 1901. Donc la reine Marie avait 25 ans, il n'était plus en Angleterre puisqu'elle était déjà mariée. Donc la reine Victoria, qu'on a appelée la grand-mère de l'Europe, puisque aussi bien le roi Georges V que le tsar, que la reine de Roumanie, d'autres princes encore étaient ses petits-enfants. Et ici sa mère, donc Maria Alexandrovna, la fille d'Alexandre II de Russie, un tsar qui a connu une fin tragique, puisqu'il a été assassiné en 1881 par les nihilistes, à l'issue d'un règne assez extraordinaire, puisqu'il a alterné les périodes très libérales et les périodes de moins libérales, mais il reste quand même dans l'histoire comme celui qui a aboli le servage, donc en 1861. Et au moment où il a été assassiné, il allait signer un décret qui instaurait la première constitution en Russie. Alors après, il y a eu un retour en arrière de la part de son fils, à la suite de cet attentat. Mais donc, c'est une reine qui a été élevée dans des principes relativement libéraux. Elle a été élevée dans la foi anglicane, parce que c'est la religion, ce n'était plus depuis 1869 la religion officielle de l'Angleterre, mais c'était quand même la religion dominante. C'était bien sûr la religion de la famille royale. Et sa mère, justement, en a été fort contrariée, puisqu'elle aurait aimé que sa fille soit baptisée dans la religion orthodoxe russe. Donc c'est le choix de la dynastie Windsor qui a primé. Donc cette mère était une mère apparemment très aimante, à une époque où évidemment c'est difficile de dire ça, évidemment que les parents aimaient leurs enfants déjà au Moyen-Âge et à l'époque antique, mais il n'était pas, disons, de bon ton d'être proche de ses enfants, de les élever soi-même quand on était petit. Bon. Elle a essayé d'être le plus possible avec ses enfants, dit-on. Alors on voit donc que c'est une famille internationale, allemande, anglaise, russe, donc pas de sang français, enfin pas dans les environs immédiats, disons. Bien entendu, il y a certainement un arrière-arrière-grand-père qui descend des Bourbons ou également peut-être des Habsbourg. Donc une famille tout à fait typique du Gotha, de la partie supérieure du Gotha européen. Ici donc le grand-père, Alexandre II, l'autre grand-père, qui donc est assassiné en 1881. Alors Georges, prince de Galles, j'y reviens, était le premier soupirant officiel de la princesse Marie, mais il y a eu plusieurs nuages sur leur relation. D'abord, il semble que Marie n'était pas spécialement attirée par lui. Bon, je disais tout à l'heure, ça c'était une chose qui peut-être éventuellement pouvait être considérée comme n'ayant pas d'importance, mais ça a peut-être compté quand même. Ensuite, ils étaient cousins germains. Bon, ça arrivait que des cousins germains se marient, mais c'était quand même pas l'idéal, donc on essayait d'éviter. Et puis on lui a vite trouvé quelqu'un.
Et la reine, la princesse, la grande duchesse Marie, là, donc la mère de Marie, a, elle, estimé que... Alors, je ne sais pas où est passée l'image. La reine Marie, la grande duchesse Marie, pardon, estimait que les Windsor n'étaient pas assez nobles pour sa fille. C'est assez curieux parce qu'ils ne s'appelaient pas encore les Windsor. Les Saxe-Cobourg-Gotha, donc la famille royale anglaise, n'étaient pas assez nobles pour la fille d'une grande duchesse russe. Donc c'est assez curieux puisque elle-même avait épousé un Saxe-Cobourg-Gotha. Alors, il n'avait peut-être pas demandé son aide. Et alors on s'est orienté vers une famille allemande et finalement, certainement la grande duchesse Marie a jeté son dévolu sur le prince Ferdinand. Alors ça se passait toujours un peu comme ça, on s'arrangeait pour que les jeunes gens se rencontrent et puis on leur conseillait fortement de se plaire et il fallait bien qu'ils se débrouillent. Alors on sait que le roi Ferdinand, le futur roi Ferdinand, prince Ferdinand, était certainement amoureux de sa femme, au moins dans les premières années. Elle, apparemment, n'avait que peu d'inclinaison pour son mari, d'inclination, pardon, pour son mari, mais bon, elle a essayé de faire bonne figure. On verra tout à l'heure qu'elle s'est permis aussi quelques à côté. Alors voilà une carte postale officielle du mariage de Marie. Alors ça se passe en 1892, donc il faut voir que la reine Marie a 17 ans. Lorsqu'elle se marie, c'est quand même relativement jeune, même à l'époque. Et vous avez ici le prince Ferdinand. Alors le prince Ferdinand est un Hohenzollern. Bon, la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de la dynastie roumaine, mais je préfère tout de même le rappeler. Hohenzollern de la branche Sigmaringen, donc c'est une branche cadette de la famille royale de Prusse. Quand même assez, on dit toujours cousin du roi de Prusse, cousin quand même assez éloigné, mais c'est quand même la même famille, ça c'est sûr. Une branche qui était méprisée par la branche aînée à cause de sa confession, c'est-à-dire que c'était une branche qui était restée catholique au moment de la Réforme, alors que la branche aînée était devenue luthérienne. Et donc, néanmoins, considérée comme un bon parti, une dynastie intéressante. Donc le château de Sigmaringen se situe dans le sud de l'Allemagne, hein, on peut encore le visiter aujourd'hui. Il a d'ailleurs eu un petit rôle aussi dans l'histoire de France, puisque c'est là que les Allemands ont emmené le maréchal Pétain en 1944 et 1945, au moment où les Alliés commençaient à occuper la France. Donc ce château, Marie ne l'a pas vu, mais elle s'est mariée en Roumanie avec le prince Ferdinand. Alors le roi de l'époque, c'était le roi Charles de Hohenzollern, qui était l'oncle de Ferdinand, puisque le roi Carol avait eu une fille qui était morte en bas âge et n'avait pas eu d'autres enfants. Ici, photo de la princesse Marie de Roumanie à l'époque, peu après son mariage. Alors je vous fais remarquer que son nom de baptême c'est Marie à la française, hein, non pas Mary avec un Y, hein, donc toute sa vie elle a signé Marie de Roumanie. Et ici donc le roi Carol. Alors quelques rappels historiques aussi, donc c'est il y a 150 ans tout juste. Alors je ne sais pas s'il y aura des célébrations en Roumanie à cette occasion, donc c'est il y a 150 ans tout juste, en 1866, que le prince Carol est monté sur le trône de Roumanie, à la suite de l'abdication forcée du prince Alexandru Cuza, qui fut le premier prince des Principautés Unies. Et on a l'Europe, c'est-à-dire surtout Napoléon III, a décidé à l'époque qu'il fallait choisir une espèce d'arbitre entre les Roumains, donc faire venir un étranger pour mettre d'accord les boyards roumains, parce que si on choisissait l'un d'eux, forcément les autres familles ne seraient pas contentes. Donc c'est la tactique qu'on a utilisée un peu dans toute l'Europe centrale et orientale à l'époque. Hein. Les Grecs ont eu d'abord un roi bavarois, ensuite danois, les Bulgares plus tard ont eu un roi allemand aussi. Donc on en a même trouvé un pour l'Albanie, qui n'est resté que quelques semaines à Tirana, et quand il a vu ce qu'il attendait, il est reparti en courant. C'était d'ailleurs ce roi d'Albanie un cousin de la reine de Roumanie, Élisabeth, donc la femme de Carol, Élisabeth von Wied, donc la dynastie de Wied, une de ces petites dynasties allemandes. Alors Carol Ier, roi allemand, était devenu un roi roumain, bien sûr, il s'était identifié à son peuple,
Il régnait de manière autoritaire, mais il y avait tout de même un parlement, il y avait bien sûr des ministres, un président du conseil, qui étaient presque tous des boyards, bon c'était la règle à l'époque, et il a voulu faire de la Roumanie un pays, il a voulu moderniser la Roumanie. Alors il s'est appuyé sur son épouse, donc la princesse Élisabeth, que vous voyez ici, puis reine Élisabeth, lorsque la Roumanie a été érigée en royaume en 1881, et qui est aussi connue sous son nom de plume, Carmen Silva, une admiratrice de la langue française, de la poésie latine, mais on verra tout à l'heure, elle a un petit peu changé à partir de 1914. Le roi Carol, d'après ce que l'on sait, était un véritable tyran domestique. Il était seul maître à bord dans sa famille, et donc il écrasait un peu Ferdinand de sa personnalité. Ferdinand était une personne réservée, personne timide, qui appréhendait de s'exprimer en public, de participer à des cérémonies, bon, ce qui est quand même embêtant quand on est prince et destiné à être roi. Et il avait en fait assez mal préparé à son futur rôle de roi. Comme beaucoup de personnages avec une forte personnalité, il estimait en gros qu'après lui, le déluge, hein, en gros, il essayait de durer le plus possible, et puis ce qui se passerait après, bon, c'était moins bien préparé. Alors la Roumanie de l'époque, là aussi ce sont quelques rappels, mais beaucoup d'entre vous connaissent la situation, ce n'est bien sûr pas la Roumanie d'aujourd'hui, hein. On est dans ce on appellera après le Vieux Royaume. Donc l'arc des Carpates ici marque la frontière avec, et puis ça se prolonge un petit peu ici, avec la Hongrie. Donc une partie des personnes de langue roumaine, plusieurs millions de locuteurs roumains se trouvent dans le royaume de Hongrie. Une petite partie se trouve ici dans l'Empire d'Autriche. Alors c'est le même pays,